Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le domaine héréditaire de la famille de Tolstoï s'appelle Yasnaya Poliana, c'est-à-dire la clairière ensoleillée. C'est au sud de Moscou, 200 km environ au sud de Moscou, quelques vestres, comme on dit là-bas. Une maison de maître construite par le grand-père de Léon Tolstoï, agrandie, aménagée par son père, tout à fait simple, hein. Des bois, des prés, un étang, une rivière, le village, pas loin bien sûr, et tous ses champs. C'est là qu'est né Tolstoï, c'est là que, sans interruption, il a vécu les 9 premières années de sa vie et ensuite il passera une grande partie, la majeure partie de son existence à Yasnaya Poliana. Rares sont les écrivains dont l'œuvre, dont la personnalité était à ce point liée à un endroit bien particulier. Cette clairière ensoleillée, c'est son lien vivant avec la terre natale d'une certaine manière. Sans ma Yasnaya Poliana, écrit-il, il m'est difficile de me représenter la Russie et mon attitude vis-à-vis d'elle. Il écrit ça dans son journal du 12 avril 1858. Sans Yasnaya Poliana, je verrai peut-être plus clairement les lois générales qui sont indispensables à ma patrie, mais je ne l'aimerai pas de cet amour passionné et qui va jusqu'au parti pris. Et très tôt, cette clairière ensoleillée va devenir le symbole d'une espèce de paradis perdu dont la nostalgie très longtemps va le hanter. Il a passé son adolescence à Kazan, ce garçon timide avec les jeunes filles de son milieu, ce qui fait qu'en vérité il passe beaucoup de temps dans les maisons de passe. Il est initié par son frère aîné à l'âge de 15 ans au secret des relations tarifées et plus tard, il racontera comment il a fondu en larmes en perdant son innocence sur la couche d'une prostituée inconnue. Le conflit entre les exigences de la libido et l'aversion que tout ça lui inspire, cette espèce de conflit intime, c'est le thème de son journal et ça va beaucoup irriguer sa prose également. Ce journal, il va le tenir régulièrement pendant 60 ans, à l'exception des années où il écrit de grands romans et où il consacre la sève qu'il habite à la matière romanesque. Qui admire-t-il ? Parce qu'il faut des maîtres, il faut des guides, si je puis dire. C'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau va complètement aimanter ce jeune homme au point qu'il porte en médaillon l'effigie de Jean-Jacques sur le cœur. Tolstoï va d'ailleurs élaborer tout un système pédagogique inspiré par le fameux Émile de son cher Rousseau, le rejet de la discipline, la liberté de dialogue entre élèves et enseignants, etc., etc. Tolstoï a rencontré une certaine Sofia Bers, Sophie en français. Il a 34 ans, elle en a 18 seulement. C'est une jeune fille de bonne famille qui elle-même est romancière et ça va devenir un couple essentiel et fondateur qui s'installe à Yasnaya Poliana, dans l'aile nord du domaine. Tolstoï trouve le refuge d'une utopie dans cet endroit. C'est un peu le dernier bastion qui lui permette de résister à cette modernité occidentale qui est en train de tout gagner dans une Russie qu'il ne reconnaît plus. Il déteste ce courant-là. L'exploitation de son domaine, cependant, ne va jouer qu'un rôle auxiliaire dans cette lutte, car le grand champ de bataille de Tolstoï, évidemment, c'est la littérature. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans l'aile sud de l'ancien château, il ouvre en 1859 une école. Et oui, vous voyez cette idée de pédagogie qui l'habite littéralement. Il a l'intention d'offrir à tous ces paysans, tous les moujiks qui sont sur son domaine, cette éducation que lui n'a jamais eue. Il veut appliquer les principes pédagogiques qu'il a tirés de Rousseau. Il affirme qu'il est prêt à se sacrifier pour ce projet. Je consacrerai tout mon bien et toutes mes forces à la réalisation de ce programme, dit-il. Et Tolstoï va s'acquitter de sa tâche. Il le fait bien pendant 1 an, mais il y a la réalité qui est là et qui est plus forte que lui et qui l'amène à fermer l'école et à cesser de publier la revue pédagogique dont il croyait avoir fait l'essentiel de sa vie et de son œuvre, s'il savait. Pour autant, il ne cesse pas d'arpenter ce grand domaine où son tempérament contemplatif trouve matière à toutes sortes de synthèses. L'un de ses passe-temps favoris, c'est l'apiculture. Il est là qui observe les ruches, les abeilles, la danse des abeilles. Ça le fascine, Léon Tolstoï. Et comme beaucoup d'individus colériques, sujets à des moments comme ça de colère, il lui arrive aussi de rire, d'avoir des accès de rire.
sa dernière fille, Alexandra, qui est née alors que son père avait déjà 56 ans, se souvient de ça. Il riait comme rient les jeunes créatures, sans retenue, entrecoupant parfois son rire de gémissements d'exténuation, écrit-elle. Il balançait son corps d'avant en arrière, pleurait, se mouchait, essuyait des larmes. Les témoins incrédules se mettaient généralement à rire à leur tour en l'observant, ce fameux rire communicatif. Tolstoï a publié Guerre et paix, ça rapporte énormément de droits d'auteur, n'est-ce pas? Et après tout ça, il va connaître une forme de dépression. Sofia, qui déjà en avait beaucoup vu, est complètement ébranlée de voir son mari, qui d'habitude était très agité, très actif. Et là, on le voit qui passe des heures entières prostré sur le grand canapé à regarder le plafond. Son mari l'implore de le laisser mourir tranquille. Il craint même d'avoir perdu la raison, Tolstoï. Il considère en tout cas que sa fin est proche. Et puis progressivement, il va se remettre un peu à la tâche. Il reprend goût à l'écriture. Il rédige décidément des manuels d'enseignement, vous voyez, qui sont publiés entre 1872 et 75. Et puis, pour la première fois de sa vie, il écrit non seulement sur le peuple, ce qu'il a toujours fait, mais pour le peuple, avec l'ambition d'enseigner à des millions d'écoliers russes. C'est sa grande vocation, c'est ce qu'il veut faire, lui, enseigner, transmettre la pédagogie, aider à l'apprentissage de la lecture, de l'arithmétique, des sciences naturelles, de la morale. Tolstoï comme grand professeur de la nation russe. Alors, Tolstoï est un immense écrivain, prolifique, mais c'est aussi un grand propriétaire, c'est aussi un chef de famille. 13 enfants leur sont nés à Tolstoï et à sa plus jeune épouse, 13 dont 5 sont morts en bas âge, me direz-vous. Et son rôle de chef de famille et ses tâches de propriétaire terrien l'occupent, bien entendu. Il lui faut élargir le domaine. Sofia, elle, s'absorbe dans les soucis de la mère de famille. Et régulièrement, il se rend sur les conseils de son médecin chez les nomades bashkirs de la région de Samara sur la base Volga pour suivre des cures de koumi, c'est-à-dire c'est un lait de jument fermenté qu'on prescrit pour fortifier les poumons parce qu'il a des problèmes pulmonaires, Tolstoï. Il est séduit par cet esprit russe, par l'immensité de ces espaces déserts et il décide d'acheter des terres là-bas pour y élever des chevaux et on peut affirmer que c'est l'exemple donné par les paysans qui a sauvé Tolstoï de cette espèce de dépression dont je vous parlais et de l'absurde qu'il gagnait et du suicide qui le hantait en lui montrant le chemin de la foi du paysan russe, cette foi qu'il va s'efforcer de partager. Je me suis souvenu que je ne vivais que lorsque je croyais en Dieu. À présent, comme auparavant, me suis-je dit, il suffit que je sache que Dieu est là et je vis. Il suffit que je l'oublie, que je ne crois pas en lui et je peur. Eh oui, Tolstoï perd 2 enfants en 1875, Nikolaï qui avait même pas 1 an et Varvara peu de temps après sa naissance. Cette mort accompagne l'auteur tout au long de l'écriture d'Anna Karénine qui s'ouvre par cette fin tragique d'un cheminot broyé par les roues d'un train, vous vous rappelez, et qui se termine d'ailleurs par le suicide de l'héroïne bien sûr. Le visage de Tolstoï que l'on commence à représenter partout et que l'on voit dans les revues à travers le monde, ce visage commence à porter les stigmates d'une existence un peu trop tourmentée peut-être. Stefan Zweig va emprunter au vocabulaire et au registre de la géographie pour décrire ce visage, un peu comme si Tolstoï était l'émanation même de son propre domaine. Je cite Zweig. Une face ressemblant à une forêt, avec plus de fourrés que de clairières, obstruant tout accès à la vision intérieure. Large et flottant au vent, la barbe de fleuve et de patriarche se presse jusqu'au haut des joues, recouvre de ses flots pour des dizaines d'années la lèvre sensuelle et masque l'écorce ligneuse de la peau aux gerçures brunes. Devant le front se hérissent épais comme le doigt et emmêlés comme des racines d'arbres de puissants sourcils. Au-dessus de la tête s'agite la masse des cheveux aux entrelacements touffus. Partout se dresse l'abondance hirsute et tropicale des poils, répandant à la manière de pan une exubérance du monde en primitif. Exactement comme pour le Moïse de Michel-Ange, cette image du plus viril des hommes, le regard n'aperçoit d'abord dans la figure de Tolstoï que la vague à la blanche écume
de cette gigantesque barbe de Père éternel. Alors, Tolstoï est ce personnage, ce patriarche de qui l'on vient chercher secours maintenant et conseil, avec une grande réticence envers la modernité. Sa critique va bientôt prendre un tour radical. Il entreprend de changer son propre mode de vie, considère que les opinions, les convictions n'ont de valeur que si elles sont suivies d'actes de fait, et donc il faut mettre sa propre vie en accord avec ses principes. Le comte Tolstoï aspire désormais au mode de vie d'un simple paysan, d'un simple moudjik. Il travaille dans les champs, porte des vêtements de paysan, la grande blouse russe, là serrée à la ceinture, le pantalon, les bottes. Il adopte une alimentation de plus en plus frugale. Il deviendra d'ailleurs tout à fait végétarien. Il cesse de fumer, de boire. Il délaisse la chasse, qui a été pourtant un passe-temps très important pour lui pendant longtemps. Voici ce qu'écrit Andrei Zorin, un des biographes de Léon Tolstoï. Sa biographie, La vie de Léon Tolstoï, vient de paraître aux éditions des Sirtes. Chacun de ces renoncements était acté et des motivations expliquées dans un article. Refusant d'avoir des domestiques, il se mit à porter l'eau, à couper le bois, à nettoyer sa chambre et finit par s'astreindre à sortir et laver son vase de nuit. Il renonça également à toute transaction financière et ne porta plus sur lui que de petites sommes pour faire l'aumône. La plus excentrique de ses activités d'alors fut sans doute la cordonnerie à laquelle il s'adonna avec passion. Chaque nouvelle étape dans l'apprentissage de ce métier lui procurait une joie enfantine. Et vous allez voir la beauté de l'enchaînement, parce que comme c'est Jérémy Bigori qui choisit les musiques et qui a préparé cette émission, évidemment, nous allons parler du mariage de Tolstoï qui ne va pas bien. Au bout de 20 ans de vie commune, le couple se met à faire chambre à part. Sofia pressant qu'il doit en aimer une autre, dit-elle quand Léon ne la rejoint pas. Bon, finalement, ils arrivent à se réconcilier de temps en temps, mais seulement pour un temps. Les origines de leur tragédie familiale sont beaucoup plus profondes en vérité. Sofia, qui a été mariée à l'âge de 18 ans, a sacrifié sa propre vie littéraire, a sacrifié son propre talent à la vie littéraire et au talent parce que plus qu'un talent, au génie de son mari. Et si Tolstoï a abandonné un mode de vie conventionnel pour devenir cette espèce de maître à penser, également il a obligé, si je puis dire, il a amené sa femme à renoncer à devenir écrivain elle-même, pour devenir l'épouse d'un écrivain simplement, et d'un grand écrivain certes. Sofia est attachée à l'univers de la prose de son mari, elle rechigne à l'assister dans la rédaction de ses ouvrages pédagogiques, elle trouve qu'il perd son temps, elle a recopié en intégralité toutes les versions de Guerre et Paix, c'est ça qu'il doit faire, pense-t-elle. Et si Tolstoï n'est pas fidèle à son génie en écrivant des petits manuels, il s'efforce d'être fidèle à sa femme, comme l'atteste cette anecdote que nous raconte justement Andrei Zorin. Un jour de 1879, prêt à succomber à la tentation, il fixa un rendez-vous à la cuisinière d'Omma. Lorsqu'en chemin il fut arrêté par son fils qui lui demandait de l'aide pour faire ses devoirs, Tolstoï y vit l'intervention de la Providence. Il demanda au précepteur de ses enfants de le suivre partout pour l'empêcher de sombrer dans l'abîme. Tolstoï se laisse convaincre par sa femme d'acheter une maison à Moscou. On est là en 1881. Les aînés de ses enfants sont en âge d'étudier, de faire leur entrée dans le monde. Et désormais, la vie va donc se partager entre le domaine de Yasnaya Poliana, où il continue de passer toute la belle saison, et on fait des séjours qui sont magnifiques, et puis des séjours à Moscou, tout au long de l'année, dans cette maison qu'il va acquérir là-bas, dans la grande ville russe. Le changement de décor est l'origine d'un nouveau bouleversement intérieur. Tolstoï découvre une ville vraiment différente de ce qu'il avait connu avant son mariage. Plus d'un quart de siècle plus tôt, Moscou est maintenant une agglomération urbaine tout à fait, tout à fait conforme à ce qu'on connaît dans d'autres pays au 19e siècle. On est 20 ans après l'abolition du servage. Maintenant, on est en plein développement de l'industrie. Les transports attirent des foules de paysans à Moscou, et pour Tolstoï, c'est une révélation. J'ai passé toute ma vie à la campagne. Lorsqu'en 1881, je me suis installé à Moscou, j'ai été surpris par la pauvreté urbaine. Je connais la pauvreté à la campagne, mais celle de la ville était pour moi neuve et incompréhensible. À Moscou,
On ne peut pas parcourir une rue sans rencontrer de miséreux d'un genre particulier qui ne ressemble pas aux mendiants des villages. Ces mendiants-là ne sont pas des mendiants portant la besace et le nom du Christ, comme se définissent les mendiants de la campagne. Ce sont des mendiants sans besace et sans le nom du Christ. C'est par ces phrases que s'ouvre un long essai qui a été commencé justement en 82 et qui paraîtra en 1886 et qui s'intitule « Que devons-nous faire ?» Romain Rolland voit là l'expression d'une crise aux conséquences considérables quant à l'évolution de l'écrivain. Est-ce qu'elle n'est pas considérable aussi quant à l'évolution de la société ? Franck Ferrand sur Radio Classique. En tout cas, en 1901, le Saint-Synode, qui commence à en avoir assez des attaques de l'écrivain contre l'Église, va prononcer son excommunication, ce qui n'empêche pas les disciples de plus en plus nombreux du comte Tolstoï d'affluer dans sa clairière ensoleillée, des étudiants, des paysans, des artisans, des maîtres d'école, des employés, bien sûr un certain nombre d'artistes ou d'intellectuels européens, dont Rilke et Lou Andrea Salomé. Tous ces gens-là lui écrivent, viennent le consulter, séjournent soit dans la maison de Moscou, soit à Yasnaya Poliana. Le fossé se creuse entre Tolstoï et sa famille, avec des enfants partagés, les filles plus sensibles qui suivent l'exemple du père et les garçons davantage solidaires de leur mère et qui défendent ses intérêts. Tolstoï, fidèle à sa doctrine, se dépouille en faveur de sa femme, de ses enfants, de tous les droits d'auteur qu'il avait, puis peu à peu de ses propriétés, des différents morceaux du domaine. La nuit du 28 octobre 1910, je dis bien, on a fait un grand pas là, en 1910, Tolstoï réveille Alexandra, son amie Varvara Feokistova et son médecin qui l'aident à rassembler ses affaires. Il écrit une lettre d'adieu à Sofia, puis définitivement, il va quitter son domaine de Yasnaya Poliana avant 6 heures, accompagné du médecin. Alexandra reste à la maison pour faire face aux conséquences de ce départ qui vont être considérables, bien sûr. Tolstoï veut être seul. Le dernier télégramme qu'il envoie à son disciple Tchertkov lui dit qu'il redoute la publicité. Pourtant, elle était inévitable. La nouvelle de son départ va paraître dans les journaux. Et il y a des curieux qui l'ont reconnu à bord du train dans lequel il était monté et qui vont entrer même dans la voiture pour l'observer. La petite gare d'Astapovo, où il a trouvé refuge, va attirer l'attention bientôt du monde entier avec des hordes de journalistes qui arrivent. N'oubliez pas qu'on est en 1910. Il y a maintenant des photographes, etc. et des admirateurs, les agents de police qui essaient de le protéger. Tolstoï, qui tentait d'échapper à la modernité, servit son triomphe en suscitant l'un des premiers événements médiatiques planétaires, résume André Isorine. Oui, ce départ de Tolstoï de son domaine a été médiatisé, comme nous dirions nous aujourd'hui. Ce domaine de Yasnaya Poliana, il est géré par l'État et par la famille aujourd'hui. Il a survécu à toutes les longues années du bolchevisme, du stalinisme, puis de la fin de l'époque soviétique. En 1921, la résidence a reçu le statut de musée et les descendants de Tolstoï, qui arrivent du monde entier, tous les 2 ans, sous l'œil des caméras qui sont là, bien entendu, se retrouvent dans la clairière ensoleillée pour essayer de suivre l'exemple du maître. Vous écoutez Radio Classique.